Bien. Donc, mon intervention fil rouge est maintenant terminée et nous allons passer à l'introduction de notre intervenant de ce matin, qui illustre parfaitement un des éléments que nous travaillons d'une manière approfondie au sein d'Human, qui est la relation entre écologie et non-violence. On avait fait un forum qui portait sur ce thème en 2008 à Nancy, et depuis, à chaque forum, puisque nous avons un forum tous les 2 ans au sein d'Human, nous avons une partie du temps de forum et des interventions autour de cette question fondamentale, les rapports entre écologie et non-violence. Hervé Kempf écrit des livres depuis 1991. Nous avons ouais. Et pas que des livres sur l'écologie. Il a écrit un livre sur Gaza. Peut-être qu'on pourra, même si c'est pas le thème, raccrocher aussi avec des éléments d'actualité. Il a écrit, bien sûr, un livre qui l'a fait beaucoup connaître, Comment les riches détruisent la planète. Donc, bien sûr, diffusion ici, et puis pas très cher, puisque maintenant il est en édition de poche. Qui était un livre qui était un vrai pavé dans la mare à l'époque, sur le rapport entre la richesse et la destruction de l'environnement. Et comment on accumule la richesse, comment la manière d'accumuler les richesses détruit l'environnement. À l'époque, c'est-à-dire 2007. Et la crise des subprimes en 2008 lui a donné parfaitement raison, parce qu'après, il a écrit un autre livre qui s'appelle « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Carrément. C'est-à-dire que Hervé Kempf ose les gros mots, à un moment où on a un discours particulièrement lénifiant sur le plan politique, où le terme de capitalisme et d'ultralibéralisme n'est même plus utilisé, sauf par l'extrême gauche. Je pense qu'il est particulièrement intéressant de penser aussi les choses en termes de fonctionnement du système par rapport au rapport entre la crise écologique et la crise sociale et économique que nous vivons. Il a continué son travail autour de l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Ça, c'était en 2011. Ensuite, la fin de l'Occident, l'essence du monde, qui est assez récent. Et enfin, celui par lequel il a eu quelques ennuis avec son précédent travail, puisqu'il travaillait au Monde et qu'il n'y travaille plus au Monde. Cet ouvrage autour de Notre-Dame-des-Landes est une enquête particulièrement, j'allais dire, c'est pas parce qu'il est là, même s'il n'était pas là, je dirais, sérieuse, argumentée, le plus objectif possible. C'est une vraie enquête de journaliste sur un problème qui est à la fois politique et technique autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et il a vécu, ce qui est quand même rare dans la presse française, une censure. Le Monde n'a pas voulu publier un de ces papiers, dans ce qui a amené au fait qu'ils arrêtent leur collaboration, et que maintenant, pour notre plus grand bien, Hervé Kempf travaille à Reporter à plein temps. Donc Reporter, bien sûr, il faut avoir un ordinateur, il faut être sur Internet. Reporter, c'est un site en libre accès, d'informations libres, c'est-à-dire indépendantes de tout lobby financier autour de l'écologie. C'est un site particulièrement travaillé puisqu'il y a des informations nouvelles tous les jours. Nous y avons rencontré récemment des gens qui nous sont proches, par exemple Marie-Monique Robin, d'autres Raja Gopal, voilà. Et donc, pour moi, et ça je souhaite le partager avant de lui donner la parole, c'est un site de référence. C'est-à-dire que maintenant, je n'hésite pas à le dire, dès que je peux, même tous les jours, je vais sur Reporter. Voilà. Reporter, en plus, c'est un beau mot, R-E-P-O-R-T-E-2-R-E. Alors, nous avons demandé à Hervé Kempf de travailler sur des éléments précis aujourd'hui et de répondre à cette question: quelle radicalité politique par rapport aux mutations sociales et écologiques? En effet, Hervé Kempf et Le Man en général font le pont entre des éléments sociaux qui sont la question des inégalités qui s'accroissent, par exemple,
avec le fait qu'une oligarchie mondialisée accumule les richesses. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est une vraie violence. Donc font le pont avec cet élément-là et le fait que l'équilibre écologique de la planète est mis en danger. Donc on va lui demander d'abord de travailler sur une argumentation par rapport à ça, hein, celle qu'il développe dans au moins 3 de ses ouvrages. Comment le fait qu'il y a une accumulation des richesses au niveau mondial fait que ça met en danger en quelque sorte les équilibres de la planète. Ensuite, et c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est quel type de réponse. C'est pour ça que l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour ça que le MAN a appelé par exemple aux manifestations qui avaient lieu sur Notre-Dame-des-Landes, quel type de réponse, comment la non-violence peut trouver une place au niveau de la transformation radicale qui s'impose à tous collectivement et à chacun de nous individuellement. Voilà. Alors, pour ce faire, il va prendre la parole 3 quarts d'heure. Maintenant que vous me connaissez, vous savez qu'il était hors de question que je demande à Hervé Kempf qu'il intervienne pendant 3 heures. Donc, il va prendre la parole pendant 3 quarts d'heure. Il s'agit vraiment de positionner les choses, de travailler sur les concepts, sur les définitions, sur les enjeux. Ça, c'est clair. Ensuite, vous aurez un travail à faire en petits groupes. J'ai à peu près calculé que vous étiez entre 80 et 90 personnes. Donc on va faire des groupes de 10. Hein, vous l'avez déjà expérimenté pour la plupart avec notre intervenant de lundi, hein, Yves Fray. Donc pendant 20 minutes, comme il fait beau, les groupes pourront rester dans la salle ou s'égayer autour, mais pas trop loin parce qu'il ne faut pas perdre de temps par rapport à ces éléments de déplacement. Donc pendant 20 minutes, vous travaillerez à partir de ce qu'il leur a dit et en termes d'appropriation, hein, il y aura dans chaque groupe quelqu'un qui sera porte-parole du groupe et quelqu'un qui sera aussi animateur, hein, pour que la parole se distribue correctement. Il faudra que chaque groupe sorte une réflexion et une question qui sera mutualisée. Et ensuite, Hervé reprendra la parole après avoir entendu vos réflexions pour environ 3 quarts d'heure également. Voilà comment nous avons passé cette matinée. Et je tiens à remercier Hervé Kempf d'être venu de Paris et d'alimenter en quelque sorte cette complicité qui nous unit personnellement depuis un moment, et j'espère qu'il va unir le MAN à Reporter et à la réflexion d'Hervé Kempf. En tout cas, merci d'être là. Oui, merci beaucoup Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement heureux d'être là et d'avoir été incité à réfléchir aussi par rapport au devoir en termes scolaires que tu m'as confié, puisque ça sort un peu de mon rail habituel. Et en même temps, vous allez voir que la question est très pertinente et on va trouver en fin d'exposé des éléments non seulement d'actualité, mais vous allez voir de réflexion tactique importante par rapport à ce qui va se passer autour de l'écologie. Juste un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Je remercie le MAN d'avoir accepté de rétribuer, non pas moi, mais Reporter, en versant 400 € pour cette intervention pour la PIL, qui est l'association de soutien de Reporter. C'est-à-dire que c'est un moyen de soutenir l'information libre, puisque nous avons fait le choix que Reporter soit gratuit, de façon à ce que l'information sur l'écologie ne soit pas réservée aux gens qui, comme nous, sommes engagés, sommes impliqués, et donc seraient prêts à payer, mais que s'il y a des bons articles, des bonnes interviews, et là ça puisse être connu par d'autres gens. Ah, dis donc, il y a cet Indien qui est très passionnant, on va voir sur ce site. Il n'y a pas à mettre la carte bleue, enfin voilà. Et je peux être très volubile à propos de Reporter, donc je ne vais pas en parler maintenant, éventuellement tout à l'heure, après tout. Mais déjà, merci au MAN d'avoir compris et de soutenir Reporter de cette manière. Alors, entrez. Merci. Merci le MAN.
Alors, peut-être d'abord, mutation sociale et écologique, je vais commencer par la mutation écologique, puisque ma démarche et la démarche de beaucoup d'entre nous est de considérer que la crise écologique est le phénomène historique majeur de l'époque. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'était peut-être autre chose, dans 300 ans, dans 50 ans, ça sera peut-être autre chose, mais pour l'instant, dans les générations que nous sommes, dans ce tournant, ce début du 3e millénaire du 21e siècle, la question écologique est la question politique fondamentale. Et la question politique, c'est quoi une question politique? C'est comment l'assemblée des citoyens, la communauté des êtres humains décident ensemble de leurs choix collectifs pour assurer la paix. Puisque je vous rappelle que l'enjeu fondamental d'une société humaine, la question politique fondamentale, mais vous le savez ici au Mouvement pour l'alternative non violente, c'est comment, malgré les conflits, les différends, les désaccords inévitables qui naissent des relations humaines, on trouve le moyen d'assurer la paix qui est le moyen de la pérennité des sociétés humaines. Donc la question politique, c'est toujours ça. Comment est-ce qu'on assure la paix dans une communauté de citoyens, pas citoyens, c'est un terme moderne, mais communauté d'humains qui ont spontanément des tendances à se diviser, pour 1000 raisons, et bien comment on assure cette... voilà. Et la question qui se pose et qui est une source de conflit très forte, vous allez voir, c'est la question écologique, c'est-à-dire ce moment où eh bien, les sociétés humaines se rencontrent pour aller vite aux limites de la biosphère, dans une situation où nous sommes plus nombreux et plus riches et plus puissants collectivement que jamais. Alors, je rappelle très rapidement, vous en êtes familier, mais quand même les grands traits de la crise écologique. On peut dire qu'elle a 3 volets. D'abord, bien sûr, le changement climatique. Je ne vais pas vous le détailler ici, juste vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà, mais ça mérite, je pense, de le souligner. Que dans un axe très fort de réflexion des climatologues, c'est la possibilité de l'irréversibilité. C'est-à-dire que si nous atteignions collectivement un niveau de réchauffement d'un certain niveau qu'on évalue à 2-3 degrés au-dessus du niveau moyen de la température à l'époque pré-industrielle, le système climatique rentrerait dans une situation irréversible, c'est-à-dire qu'il ne serait plus possible de retrouver un équilibre, même si, après coup, on réduisait fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu du changement climatique, c'est pas seulement ce qui maintenant devient perceptible, qui est bien connu, c'est le désordre, le dérèglement, le réchauffement moyen, mais aussi cette perspective d'une éventualité, d'une irréversibilité totale du système climatique. Tout ça a été bien rappelé par le rapport du GIEC dont vous avez suivi l'actualité cette année, un rapport important. Son premier volet confirmait le diagnostic qui est posé depuis maintenant longtemps, mais en montrant que la science est de plus en plus solide et on va dans le sens d'une aggravation de tous les éléments et de tous les symptômes du changement climatique. Le deuxième volet est important, il a été moins médiatisé, mais il est extrêmement important, surtout je pense ici pour notre réflexion, c'est que maintenant les climatologues commencent à pouvoir avoir des analyses régionales au niveau continental, et à pouvoir avoir des analyses d'impact géopolitique des effets du changement climatique. Et en ce sens-là, le deuxième volet du rapport du GIEC était très important, il détaillait même, il y a un tableau tout à fait intéressant, interrogeant, avec les régions par grand continent, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, et puis des possibilités, inondations, sécheresses, enfin, voilà. C'est maintenant une réflexion qui est vraiment rentrée et une analyse qu'il est possible de mener. Ça veut dire très concrètement, on est sorti d'une idée de changement climatique affectant la biosphère comme une caisse noire, une boîte noire, et maintenant on peut commencer à détailler par région, par grand continent, les conséquences que cela pourrait avoir et que cela commence à avoir. Et puis troisième volet du GIEC qui est paru au printemps, qui lui a été encore moins suivi, mais qui dit un certain nombre de choses importantes. Et un élément tout à fait important que l'on peut retenir, c'est que dans les mesures les plus efficaces que les économistes du GIEC disent qu'il serait nécessaire pour éviter l'aggravation du changement climatique, eh bien, l'enjeu essentiel, c'est pas les énergies renouvelables, c'est pas le stockage du carbone, c'est pas l'énergie nucléaire, c'est pas ces différents moyens, c'est de réduire la consommation d'énergie. C'est écrit de manière très claire, avec un tableau, avec des chiffres, de manière très forte dans le GIEC. Je ne développerai pas pourquoi c'est des messages qui ne passent pas, mais voilà ce qui était important dans ce point-là. La crise de la biodiversité, je ne vous la détaille pas non plus, juste pour vous rappeler que dans la crise écologique, il n'y a pas que le changement climatique, c'est un volet
crise générale, d'une mutation générale, crise de la biodiversité. Je vous rappelle juste cette notion que nous disent les biologistes, les naturalistes, c'est que nous vivons à l'heure actuelle, sur 1 ou 2 siècles, la plus grande crise d'extinction des espèces depuis celle que nous avons connue il y a 65 millions d'années et qui avait vu la disparition des dinosaures. Et puis, troisième volet de la crise écologique, eh bien une contamination générale des écosystèmes, de l'environnement, une pollution généralisée des écosystèmes. Dont un des aspects qui, moi, me frappe toujours le plus, c'est le fait que maintenant, même les océans, qui sont le plus grand écosystème terrestre de la Terre, vous voyez, si on prend un globe terrestre, notamment du côté du Pacifique, et qu'on voit le globe, il n'y a plus de terre, il n'y a que la terre, il n'y a que la mer. Les océans sont le plus grand écosystème terrestre, donc on pouvait penser qu'il était tellement immense qu'il resterait en quelque sorte insensible, capacité de résistance et d'absorption énorme par rapport aux effets de l'activité humaine. Ben non, maintenant il y a énormément de signes de la disparition des stocks halieutiques, de l'acidification des océans, de la disparition des coraux, de la fragmentation des plastiques, et c'est 6e continent dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, même les océans sont sujets à une contamination généralisée comme l'ensemble de nos écosystèmes. Donc voilà le cadre, et on pourrait dire qu'après tout, la crise écologique, c'est une forme... Oui, on peut, enfin, comme vous voulez. En tout cas, choisissons. Voilà une bonne position de compromis. Ah oui, le troisième volet du chèque, économie d'énergie. Allez, on ferme celle-là ou pas? Non mais c'est bien, on a tout de suite l'application de l'exposé, donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Je disais pourquoi il joue avec la lumière. En fait, on pourrait dire que cette crise écologique, c'est une violence sur la nature. Vous vous rappelez peut-être ce livre de Michel Serres qui était paru en 1989, Le contrat naturel, et ce livre important de Michel Serres commence par une scène, si je me rappelle bien, il prend un tableau de Goya, qui est 2 personnages presque nus, mais qui se battent à coups de gourdin dans la boue. Et Michel Serres explique très bien, ben voilà, on voit ces 2 personnages qui se battent très violemment, ils ont chacun un goudrin, une martape, ils essayent de se... et en fait, ils sont dans la boue. Et ce sur quoi Michel Serres attire le regard, c'est qu'en fait, c'est cette boue qui pour lui l'intéresse, et ce qu'il dit, c'est que quand les hommes, les humains, pardonnez-moi si je dis hommes, j'entends bien sûr hommes et femmes, les humains, quand les humains se battent, ont une activité, ils oublient ce terrain, en quelque sorte, qui est, dans notre conception occidentale, la nature. Autrement dit, ce qu'explique Michel Serres, c'est que maintenant, eh bien, les activités humaines, qu'elles soient violentes ou non violentes, qu'elles soient économiques ou pas, avant, on pouvait l'ignorer, la nature était une sorte de décor vide, incroyablement puissant, inaltérable. Maintenant, nous savons au contraire que eh bien, l'activité humaine se déploie dans une violence à l'égard de ce que nous appelons la nature, occidentaux, appelons la nature, la biosphère, etc. Alors, on pourrait dire que finalement, dans le capitalisme, l'énergie humaine violente, c'est-à-dire qu'il y a une capacité dans l'humanité à déployer son énergie, son dynamisme, sa créativité dans l'agression contre les autres, eh bien, on pourrait dire, en tout cas un point de réflexion, peut-être que le capitalisme a été un moyen de détourner cette énergie de la violence vers l'activité économique. Et donc de transformer en quelque sorte, ou de substituer la dynamique guerrière, la dynamique militaire vers une dynamique de cupidité, de volonté d'enrichissement, etc. De ce point de vue-là, on a l'image du commerce pacificateur venu de Montesquieu et de bien d'autres, le doux commerce, et le fait que, apparemment, le 19e siècle, par exemple, qui était un âge d'or, le premier âge d'or du capitalisme, s'est fait dans une relative paix. Enfin, on pourrait discuter 1000 fois là-dessus, puisque si c'était une paix en Europe, c'était une autre guerre, une autre violence exercée à l'encontre des peuples qui devenaient soumis, on en reviendra d'autres. Et puis, d'une certaine manière,
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire aussi que ce nouvel essor du capitalisme dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses et l'époque du néolibéralisme qui se continue est une époque à bas bruit de violence, malgré la guerre froide, malgré un certain nombre de conflits entre guillemets périphériques, mais que le cœur de l'activité humaine, de l'activité de la société humaine, s'est déplacé vers, non pas des activités guerrières, mais vers l'expansion extraordinaire du commerce, de l'économie. Voilà. Alors, à partir de là, on peut avoir trois réflexions. Et je prends cette hypothèse, je présente cette hypothèse de l'expansion du capitalisme et de l'économie comme une hypothèse. Je veux dire par là que je n'adhère pas. Je vous ai dit en entrant que Denis m'avait poussé à réfléchir, donc c'est un peu travail en chantier. Voilà. Ceci dit, si on continue sur cette hypothèse de l'essor du capitalisme au XIXe siècle, et puis dans l'époque qui nous concerne, dans les 50-60 dernières années, relativement pacifique par rapport à les terribles périodes de l'enchaînement de guerres 70, 14, 18, 39, 45, et puis les épisodes du goulag, de l'URSS, du nazisme, voilà, 60 ans, les 60 ans qui viennent de se passer, et moi je l'ai en tête quand je porte cette analyse de critique du capitalisme, c'est grosso modo une période de paix par rapport à l'époque absolument terrible qu'on a évoquée dans les différentes visites qui nous seront proposées cet après-midi par exemple. Mais cette image d'un commerce, d'une économie, d'un capitalisme qui permettrait, qui aurait la vertu de substituer la paix à l'agressivité guerrière des sociétés, amène à trois réflexions qui peuvent nous faire penser que cette hypothèse est fortement limitée. La première, c'est que la violence de le dynamisme de cette activité économique, et on peut vraiment parler de violence, c'est-à-dire que quand on raisonne sur des croissances du PIB, du produit intérieur brut de 5%, ce qui était le cas dans l'Italie, dans l'Allemagne, dans la France, des Trente Glorieuses, dans les 7, 8, 9% qui ont été le cas, là je parle au passé, de la Chine, de l'Inde, de quelques autres pays, c'est une violence à la fois sur les sociétés, parce que c'est une mutation extrêmement rapide de toutes les structures économiques, sociales et même de relations humaines dans ces sociétés, et puis c'est aussi une violence par rapport à ce que nous appelons la nature, par rapport à la biosphère, puisque cette croissance économique, c'est en fait une accélération de la transformation de la matière pour la transformer en produit utilisé par les hommes. Donc il y a une première violence, cette paix apparente du capitalisme et de l'économie, du développement économique, ou ce qu'ils appellent développement économique, et se traduit par une violence par rapport à la biosphère. Et la biosphère, c'est pas des êtres inanimés, c'est... Enfin bon, je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat, mais vous voyez quel type de réflexion ça pourrait nous mener. Et cela, manifestement, crée de plus en plus un potentiel de violence entre les êtres humains, précisément parce que nous savons maintenant, et c'est là-dessus que j'ai commencé, par cette crise écologique, que cette biosphère ne peut plus absorber sans défaillir les effets de l'activité humaine. Et donc, que cette dégradation qui devient très rapide de la biosphère se traduit en retour par des effets sur les mutations, les sociétés humaines. Donc, avec plusieurs, par exemple, aspects qu'on peut citer, le fait qu'il y ait de plus en plus de migrations qui sont liées au changement climatique ou d'autres, que ces migrations sont aussi de plus en plus en perspective, que ce soit par l'érosion des rivages qui va se produire. Vous savez, l'humanité, les sociétés humaines se sont de plus en plus déplacées pour vivre près des rivages, et le changement climatique va nous amener une érosion et une problématique d'occupation des terrains, risque migratoire, je sais pas si mouvement migratoire envisageable aussi par rapport aux régions sèches ou aux régions sujettes à des phénomènes d'assèchement importants. Voilà déjà une première voie dans laquelle on voit des potentiels de violence qui s'accumulent. D'autres qui sont là aussi déjà à l'œuvre avec le grand mouvement d'accaparement des terres qui s'est lancé schématiquement depuis une dizaine d'années, et où des pays ou des régions qui, par exemple comme la Chine ou d'autres, commencent à manquer de terre précisément parce que dans leur développement économique violent, ils ont affaibli par l'agriculture, ils ont dévoré des terres rares, détruisent ce développement économique et
disent nous avons besoin de terre ailleurs, et on va prendre la terre ailleurs. L'ailleurs, ça veut toujours dire le plus faible, là où les structures économiques et politiques peuvent moins résister à cet afflux. Et donc on voit là aussi, dans l'accaparement des terres, des potentiels, et ça n'est plus seulement des potentiels, hein. Si on suit ça attentivement, on voit que déjà il y a énormément de conflits fonciers qui se révèlent, et puis je mentionne presque pour mémoire, un débat compliqué, mais qui va certainement se développer là aussi dans l'avenir, les rivalités autour des questions d'eau, le stress hydrique qui va aussi remonter. Cette présentation est exhaustive, on pourra peut-être dans la discussion même identifier d'autres potentiels de violence dans le moment historique que nous sommes en train de vivre. Un deuxième aspect qui dément en quelque sorte l'hypothèse du capitalisme pacificateur que j'ai posée au début pour la réflexion, c'est le fait qu'on est dans une société qui maintenant a valorisé profondément la cupidité, l'enrichissement comme moyen non seulement de satisfaction personnelle, mais de réalisation de soi, et dans une vision du monde qui est fondamentalement individualiste. Alors, ça vous est, je pense, familier, mais j'insiste sur ce point, et c'est le thème central de Pour sauver la planète que sortez du capitalisme, que tu as bien voulu citer, qui consiste à tenter d'expliquer qu'un aspect fondamental du capitalisme, c'est pas seulement, et je me sépare pas, comment dire, on peut avoir une autre approche que celle de Marx, je ne la dément pas, c'est pas le problème, que l'exploitation de l'homme par l'homme, la valeur travail, etc. Et que le capitalisme, c'est fondamentalement aussi une philosophie, une anthropologie, une façon de voir les choses qui se fonde sur l'idée que l'individu, la compétition, sont les moteurs principaux, et le rapport marchand sont les moteurs principaux de réalisation des personnes. Donc c'est quelque chose, c'est potentiel psychologique qui est propre aux sociétés humaines, mais ce que fait le capitalisme, ce que fait l'idéologie capitaliste, ce que fait l'anthropologie capitaliste, c'est d'exacerber au sein de cette variété immense des qualités humaines, d'exacerber ce motif particulier. Et plus de compétition, l'individualisme exacerbé, c'est quoi? C'est une forme de violence entre les humains, le déni de valeurs de coopération, de collaboration, etc. Et qui a conduit aussi, de manière claire, et ça c'est un mouvement important dans le capitalisme des 30 dernières années, à une poussée continue des inégalités au sein des sociétés riches. Alors c'est quelque chose qui est bien documenté, donc je pense que je ne vais pas trop le détailler. En gros, vous savez, notamment maintenant par les travaux de Piketty. On peut mentionner Piketty, Thomas Piketty, parce qu'il a sorti ce livre très important, Le Capital au XXIe siècle. Donc moi j'ai lu 150 pages et je me réserve les vacances pour lire les autres, parce que quand même, ça se lit bien. C'est un beau livre, ça se lit bien, c'est un bouquin fort. Mais j'insiste ça parce qu'on parle beaucoup de Piketty maintenant, mais en fait c'est le résultat d'un travail de longue haleine. C'est-à-dire dans Comment les riches détruisent la planète, je cite un petit bouquin, je me plie déjà sur les études de Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui, pour ceux qui regardaient, commençaient à être visibles. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2007, quand Piketty, Emmanuel Saez et quelques autres et Camille Landais font leur premier travail sur la poussée des inégalités, on ne sait pas, ça n'est pas passé comme un lieu commun qu'il y a une très forte poussée des inégalités depuis 20 ans. Maintenant, on le sait, ça y est, c'est acquis. Il y a eu ces dizaines de travaux d'économistes, puis beaucoup d'autres qui l'ont démontré, qui l'ont confirmé sur les séries statistiques. Voilà. Ce que l'on sait maintenant clairement, grâce à ce travail d'économie historique, c'est qu'il y a une poussée très forte des inégalités. Depuis, en gros, il y a un tournant à partir de 1980, surtout aux États-Unis, surtout en Angleterre, mais en gros, le mouvement est général et continue dans toutes les sociétés des pays occidentaux, des pays riches, et qui conduit à cette situation où un très petit nombre de personnes, une valeur de capital, de patrimoine et donc de pouvoir extrêmement importante par rapport au reste de la société, avec des effets d'appauvrissement et de précarisation que vous connaissez, et tout ça dans cette ambiance de psychologie collective extrêmement individualiste, et qui touche, j'y arrive un peu par rapport à mon plan, mais qui est important, parce que ça ne touche pas seulement les valeurs dominantes des riches, des classes supérieures, etc., mais ça imprègne l'ensemble de la société. Et par exemple, on parlait avec un camarade, enfin je me permets de t'appeler camarade, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui est élu à Vénissieux, une ville à côté de Lyon, et qui nous raconte, lui, est tué, je sais pas, tu peux lever la main? Non, il n'est peut-être pas là.
Ah salut, je te voyais pas. Donc tu racontais que tu es chargé de la voirie et dans les quartiers pauvres des Minguettes, les gens jettent leurs déchets par la fenêtre. Je veux dire par là, moi j'interprète ça comme la notion de l'intérêt collectif se perd, c'est un acte totalement individuel. Et donc cet individualisme, il est prégnant aussi bien chez monsieur Valérich, là, Bolloré, Pinault, enfin, tous ces gens-là, que à tous les étages de la société. Et ça, c'est une difficulté parce qu'évidemment, cet individualisme, cette incapacité à comprendre la valeur du bien public, de l'intérêt général, conduit à des actes de violence, à des potentiels de violence extrêmement importants. D'une certaine manière, et Piketty l'évoque de manière claire, enfin c'est pas qu'il l'évoque, c'est qu'il montre que les rapports d'inégalité, le niveau d'inégalité que nous atteignons maintenant, sont les mêmes que ceux du début du XXe siècle, c'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, ce capitalisme qui était dans une expansion énorme, a conduit au début du XXe siècle, avant 1914, à des niveaux d'inégalité extrêmement forts. Ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est une époque où il y a eu un enrichissement collectif incontestable, mais dans des situations d'inégalité extrêmement graves. Voilà, et donc les statistiques de Piketty, de Saez et d'autres nous disent, vous voyez, on est revenu là, hop, au niveau d'inégalité de patrimoine et de revenus de ceux... Alors, Piketty ne tire pas de conclusion, celle que je vous suggère évidemment, et qui, moi, me paraît, là encore, à titre d'hypothèse, c'est que cette accumulation d'inégalités et de tensions sociales qu'elle génère, dans une époque où les classes dominantes doivent continuer à maintenir ce système qui maintient les inégalités, donc continuer à maintenir un système de croissance, d'enrichissement, etc., avec les effets que nous avons vus, et je vais y revenir d'une autre manière, suscite des possibilités de conflits extrêmement importants. Et puis, un troisième aspect, donc je vous rappelle toujours que là, j'analyse les questions qui permettent de contrebattre l'hypothèse que j'ai posée pour réflexion, que le capitalisme avait permis la paix et était pacificateur et substituait en quelque sorte le motif économique plutôt que le motif militaire pour exprimer l'énergie humaine. Un troisième aspect, c'est l'inégalité entre pays historiquement anormale, puisque moi je vous ai cité Piketty et d'autres, c'est que je parlais de l'inégalité au sein des sociétés. Là, il y a un autre aspect, un mouvement historique très important qui s'est fait pendant tout le 18e, 19e et qui s'est continué pendant le 20e siècle, c'est l'inégalité extrêmement grande entre les pays. C'est-à-dire qu'évidemment, évidemment, parce que c'est un lieu commun, si on dit ici qu'un habitant, chacun d'entre nous, français, je crois, ou allemand, nous avons un niveau de vie, de consommation énergétique matérielle 50 fois plus élevé qu'un habitant moyen de Bolivie ou du Tchad, c'est un lieu commun. Quelque chose qui nous est... Enfin, c'est un lieu commun parce que c'est la vérité. Mais c'est historiquement quelque chose de fondamentalement exceptionnel. C'est-à-dire que cette période où il y a eu des pays extrêmement riches avec des niveaux moyens de consommation matérielle et énergétique très supérieurs à celui des autres pays est dans l'histoire tout à fait exceptionnelle. C'est une parenthèse, mais là je ne veux pas prendre trop de temps, donc je ne vais pas développer cette idée qui est, je m'appuie sur l'historien Kenneth Pomerance, c'est que j'ai exprimé dans Fin de l'Occident, naissance du monde, mais ayez simplement en tête que cette idée que la période où ce qu'on appelle l'Occident, l'Europe, les États-Unis, quelques autres ont dominé, ont une puissance, une richesse matérielle moyenne beaucoup plus considérable que celle des habitants des autres pays, est quelque chose d'historiquement exceptionnel. C'est-à-dire que c'est une petite période de l'histoire, unique, et qui est en train de se refermer. Et donc, moi, l'hypothèse que je pose, c'est qu'après cette grande divergence, pour reprendre le terme de Kenneth Pomerance qui explique comment, à partir du XVIIIe siècle, pour faire simple, il y a une région du monde, puis quelques autres, l'Occident, qui est rentré dans cette inégalité extrêmement grande, dans cette différence extrêmement grande, cette divergence extrêmement grande avec les autres pays, nous sommes maintenant dans un moment de convergence. C'est une autre façon de voir le phénomène qui vous est familier, qui est la mondialisation, pas qui nous est familier, la grande divergence, c'est-à-dire qu'on est en train, historiquement, d'être dans une tendance de converger vers la situation normale qui est celle de l'humanité dans toute son histoire depuis des milliers d'années, celle où, en moyenne, tous les habitants de la planète ont un niveau de consommation énergétique et matérielle, grosso modo, identique.
Mais ça se passe dans une situation où les pays du haut, les pays riches, on verra les conditions sociales après de ça, mais collectivement, on va dire, veulent maintenir leur niveau de richesse beaucoup plus élevé que les autres, maintenir en fait ce rapport d'inégalité, et que donc cette course de rattrapage, cet désir tout à fait légitime des autres habitants de la planète de dire mais attendez, si vous êtes comme ça, nous, il n'y a pas de raison qu'on soit très différents, et bien génère dans les conditions actuelles une course à la destruction de la nature. C'est là qu'on retrouve un motif essentiel de la crise écologique que j'ai évoqué tout à l'heure en entrée. Course vers la destruction de la nature et une pression croissante de ressources au plus rares, et là aussi de tensions géopolitiques qui montent de plus en plus nettement. Deux aspects que je suis comme beaucoup d'autres, mais par exemple tout ce qui est en train de se passer autour de la Chine et du Japon et la mer de Chine. Et là, on voit très clairement des tensions qui sont en train de monter autour des ressources pétrolières, notamment de ces eaux territoriales, et puis ce qui est en train de se passer sur l'Arctique, sans même envisager, peut-être pour plus tard, les ressources de la Sibérie et l'éventuel conflit la potentielle de rivalité entre la Russie et la Chine. Enfin voilà, on peut après assez facilement explorer ce type de voie. Et nous sommes en train, oui, parce que nous participons pleinement de cette période historique, l'époque historique est en train, me semble-t-il, de rallumer, de réactiver des potentiels de violence extrêmement importants. Alors si on résume cette situation actuelle où on est dans ce moment historique, ce mouvement historique de convergence des conditions moyennes d'existence entre les humains dans un contexte de crise écologique qui interdit que tous les humains vivent au niveau d'un Alsacien, d'un Parisien ou d'un Américain du Nord aujourd'hui, c'est-à-dire entre 6 et 10 tonnes d'émissions carbone, par exemple, pour prendre ce critère, ou je ne sais, etc. Ça veut dire qu'on est dans un moment où il faut un abaissement du niveau matériel moyen des habitants des pays riches. Et ça, on n'a pas le temps de le développer, peut-être ça reviendra dans la discussion, mais je pense que vous en comprendrez l'idée. Ça n'est imaginable, ça n'est supportable, ça n'est possible que si on a une forte réduction des inégalités au sein de ces pays riches. Et là, on est dans un moment où cette classe dirigeante, je n'emploie le terme de classe oligarchique, mais peu importe, qui ont profité de cette hausse très forte des inégalités, qui d'une certaine manière l'ont suscité, l'ont encouragé, bloquent, ne veulent pas. Et là, on se trouve, à mon sens, dans une situation où, schématiquement, il y a deux scénarios possibles. Le scénario favorable, je le dis tout de suite, et puis on y reviendra plus tard, je l'appelle de l'écologie juste, c'est-à-dire un scénario où les sociétés des pays riches voient la dimension historique dans laquelle on est, cette double impératif, et non pas contrainte, de la crise écologique et ce mouvement historique profond de la convergence du niveau moyen d'existence, et s'organisent pour réduire collectivement le niveau de consommation matérielle, le niveau de consommation énergétique, et donc écologique et juste, puisque ça n'est possible que par une réduction forte des inégalités et une nouvelle conception de la répartition des richesses. Et puis l'autre scénario, c'est le scénario de l'oligarchie autoritaire, où ces classes dominantes qui ont si bien profité, suscité cette hausse constante des inégalités, qui maintiennent l'idée qu'il faut toujours de la croissance, que c'est le seul moyen de nous en sortir, qui suscitent toujours cette course à l'augmentation de la richesse matérielle, leur but profond étant de maintenir le rapport d'inégalité dont ils profitent en ce moment, et donc nous entraînent dans un recul progressif des libertés publiques, des valeurs démocratiques, et vers le recours de plus en plus fréquent à des solutions autoritaires. Et autoritaire, c'est la violence d'État, c'est la violence policière, c'est la violence de la scénario. Alors, je vois que l'heure tourne un peu, donc je ne vais pas... Deux, trois aspects, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, très rapidement, qui se traduit par un contrôle des médias de plus en plus important. Je pourrais vous en parler en détail, mais on va peut-être se réserver ça pour plus tard. Un contrôle policier accru,
soit directement par la présence policière. Moi, je suis toujours stupéfait que dans un pays qui se prétend démocratique comme la France, on accepte que dans les grandes gares, à Paris, à Lyon, il y ait des gens en mitraillette, des soldats qui se trimballent, ce qui est caractéristique d'un régime militaire. Et puis le contrôle des écoutes téléphoniques, de l'ADN, de tout ce système de surveillance. Évidemment, il n'y a pas que la NSA qui surveille nos communications, il y a aussi, évidemment, je ne sais pas, mais on a de larges motifs de suspecter que la police de M. Valls pratique largement ce même genre d'exercice. De Valls, son prédécesseur, hélas, je me fiche un peu de... un recul assez continu du respect des droits de l'homme et des libertés publiques, je ne vais pas le détailler. Et puis aussi, et ça c'est une stratégie, me semble-t-il, très forte, explicite ou non, au sein de l'oligarchie, en tout cas de large fraction d'entre elles, c'est de détourner l'anxiété, le malaise, voire la colère qui monte, pour les raisons bien claires que j'ai exposées, me semble-t-il, et détourner cette anxiété, ce malaise populaire, qui même s'il ne trouve plus des voies d'expression collective très fortes en raison de l'individualisme que j'ai décrit, mais quand même, voilà, et de détourner cette anxiété, cette malaise, cette colère vers des boucs émissaires, vers l'étranger, vers d'immigrés, voilà. Alors, cette montée des contradictions conduit à une tentation de la violence. À nouveau, mais voilà, je vous livre l'état de mes réflexions, je me demande si le précédent 1914 n'est pas, là encore, pertinent, mais je le mets avec un point d'interrogation. En tout cas, ce qui me paraît certain, c'est que la présence, l'existence, et maintenant qui est bien connue, d'une très forte inégalité, aussi bien au sein des sociétés qu'entre les sociétés, nourrit des tensions extrêmement fortes et qui deviennent d'autant plus, on va dire, déstabilisantes, pour employer un langage de dominant, ou peu importe, devient d'autant plus déstabilisante dans ce contexte où on ne peut plus imaginer de croissance économique, d'enrichissement matériel qui permet en quelque sorte de cautériser la plaie, de rendre acceptable l'inégalité, puisque maintenant la fonction essentielle de la croissance économique, même s'il n'a jamais dit, c'est de faire accepter les rapports d'inégalité extrêmement forts au sein de la société. Autrement dit, s'il y a 1-2% de croissance, eh ben, les gens peuvent voir leur revenu moyen augmenter de 20% et ils sont indifférents au fait qu'il y a un certain nombre de gens qui accaparent beaucoup plus de l'enrichissement collectif. Si la croissance ne fonctionne plus, l'inégalité apparaît à nu parce que la répartition inégale conduit à une précarisation, à un appauvrissement de plus en plus visible des parties les moins favorisés de la population. Donc voilà le cadre général de réflexion que je vous propose. Après, je dépasse un peu mon temps, mais donne-moi 10 minutes. C'est bon? Voilà, ça va. Excusez-moi, une page de publicité. On devait rendre du papier avant 10 heures. Alors, il est en train de circuler. Il circule. Juste, lisez pas tout. Il s'agit juste pour les gens qui se sont inscrits vendredi à midi. S'ils veulent un pique-nique, vous mettez pique-nique. Sinon, vous mettez rien. Et puis, savoir si vous êtes la nuit ou le petit déjeuner. Donc, vous pouvez aller très vite parce que je pense... C'est pique-nique ou repas? Donc, repas, on met rien. Le repas, vous êtes déjà inscrit. Vous êtes inscrit, sauf si vous voulez. Donc, il faut aller très vite parce que ils ont déjà relancé avant des heures. Donc, oui, les gens n'ont pas compris du tout ce qu'on peut faire. Excusez-moi. Attention, il y a quand même des gens qui prennent le repas le vendredi soir qui doivent s'inscrire. Voilà, si vous avez... Mais oui, ça va être du temps. Voilà, excusez-moi, c'était... Oui, merci. Allez vite. J'ai distressé, je suis rendu à des transports matériels. Mais elles sont importantes. On va essayer qu'il n'y ait pas trop d'inégalité entre nous. Au moins sur l'accès au niveau des repas. Bon, après ce rappel de l'impératif métabolique, je propose que nous remobilisions nos neurones. Le pique-nique végétarien ou pas? Tranche de jambon ou pas? Bon. Quel niveau de cohérence?
Après, bon, voilà, je vous ai proposé un cadre général de réflexion. Après, moi je reprends ta question, comment la non-violence trouve sa place dans cette mutation qui s'impose? Après, moi je ne sais pas, d'autant plus que je ne suis pas très familier de la non-violence, au sens, peut-être que je suis comme Monsieur Jourdain, je la pratique sans la connaître, mais sans l'avoir appris. Moi, ma seule vraie, c'est Lanza del Vasto, Pèlerinage aux sources. Il y a un vieux mais prégnant souvenir de lecture que je rêve de relire depuis des années. Mais voilà, donc ma science en matière de non-violence s'arrête là. Mais ce qui est très frappant, c'est deux choses qui me frappent très rapidement, mais là aussi ce serait sujet à discussion, c'est que les grandes, ça me semble-t-il, mais les bagarres sociales, les mouvements de lutte sociaux qui marchent le mieux, au sens où ils arrivent à avoir une vraie influence sur le cours des choses, c'est les luttes écologiques. Je suis très frappé de l'échec de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des fermetures d'usines, le mouvement contre les retraites, etc., c'est un échec en race campagne. Et maintenant, nos camarades travailleurs d'usines qui ferment se battent 9 fois sur 10, hélas, avec des exceptions formidables, comme par exemple Fralib près de Marseille, mais se battent 9 fois sur 10 pour avoir une indemnité de licenciement qui soit un peu moins misérable que celle qu'on leur propose. Donc il y a là des bagarres qui sont attristantes, au sens où elles échouent très largement. En revanche, il y a dans les luttes écologiques, on ne peut pas dire qu'on gagne, mais des dynamiques positives. Ne te laisse pas troubler. Ouais. Alors j'en citerai quelques-unes rapidement, mais qui couvrent... quelques-unes rapidement, avec l'aspect que justement elles ont mis en œuvre des modes d'action non violents. Ouais. Bon, les OGM, avec le mouvement des faucheurs volontaires qui était important et qui, moi, me semble avoir été le grand retour de la non-violence organisée. C'est-à-dire qu'à partir de... Donc, vous vous rappelez un petit peu l'histoire, hein, je pourrais lire La guerre secrète des OGM aux éditions du Seuil, écrit par votre serviteur, qui raconte un peu tout ça, parce que j'avais suivi attentivement avec beaucoup de passion la question des OGM, mais à un moment donné, il y avait eu pas mal de bagarres sur les OGM, de fauchage organisé par la Confédération paysanne. Ça devait être vers 2004-2005. L'État dit ok, on va commencer à cibler la Confédération paysanne, à mettre en prison, etc. Et il y a eu l'idée très forte lancée par Liban notamment. Jean-Baptiste Liban, de lancer de l'Arche, absolument, de lancer les faucheurs volontaires, c'est-à-dire une action collective où il n'y aurait pas d'organisation, mais des personnes, des individus, des citoyens qui, ensemble, mènerait cette action de fauchage et irait devant le tribunal en commun dire mais non, nous sommes coupables, donc jugez-nous. Alors ça a été extrêmement important, avec en même temps, si vous en rappelez, cette difficulté, c'est que quand la violence d'État arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai plus les noms exactement en tête, mais les premières actions de fauchage volontaire ont été autour de Toulouse, vers un endroit qui s'appelle Verdun, sur je sais pas quoi, qui était extraordinaire. Il y en a eu 2 ou 3 qui suivis, et puis le coup suivant, peut-être l'été suivant ou 2 mois après, la police avait compris, et moi je me souviens c'était à Vassivière ou je sais plus où, il y avait des CRS partout, il y avait des hélicoptères qui passaient dans le ciel, et ils balançaient des grenades à tir-larigot. Moi je découvrais des grenades, vous savez, vous avez des petits bouts de métal qui peuvent se coller dans le comment ça s'appelle ces grenades? Grenades à fragmentation. Bon, vous avez des blessures légères, mais qui sont réelles, quoi. C'est une vraie, comment dire, c'est une vraie merde. Voilà. Et là, les organisateurs des faucheurs volontaires ont dit, enfin les organisateurs ont dit, attends, on ne peut pas aller pas au massacre, enfin oui, mettre des gens en danger et de se faire blesser pour une action qui était fondamentalement pacifiste. Donc, voilà, là, ce que je viens par là, mais là, on est encore en chantier, je réfléchis, ça a été formidable, mais à un moment, il y a eu la violence d'État qui se déchaîne contre une action non violente. Voilà. Même si après, vous dites, ah oui, mais les gens vont vous dire, et là,
oui, mais tu arraches du tournesol, c'est quand même une action violente, puisque c'est une violence à l'égard de la propriété privée. Oui, mais nous ne touchons en aucun cas à la personne de l'agriculteur, etc. Il n'y a pas de violence contre l'humain. Mais est-ce que c'est pas un acte de violence, etc. Bon, je laisse la discussion ouverte, surtout que je n'ai pas la réponse. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, voilà, dans cette histoire récente, une lutte écologique qui était extrêmement importante et qui a employé comme tactique l'arme de la non-violence. Et finalement, quand même, avec beaucoup d'efficacité, puisque même s'il y a eu cette retour de répression d'État, après, il y a eu un enchaînement qui a conduit à ce que la bataille des OGM n'est pas gagnée, mais enfin, elle n'est pas perdue, pour l'instant. Et puis, un autre moment, en parlant, je me rappelle, 3-4 ans plus tard, vers 2008, le jeûne qui a été fait pour le moratoire des OGM, qui avait été fait par José Bové et un certain nombre d'autres personnes rue de la Banque à Paris, dans un squat, et qui avait joué très fortement pour peser sur la politique. Alors, à l'époque, c'était Borloo et Kosciusko-Morizet, et ça avait été une des gouttes d'eau, pas la cause à soi seule, mais c'était un autre cas où une forme d'action non violente, alors je sais pas, je pense qu'un jeune est une action non violente, non mais je suis ignorant, donc n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Donc, mais voilà, a eu un effet concret. Deuxième cas, tout à fait impressionnant si on y réfléchit, c'est celui de la lutte contre les gazochistes, qui est parti comme une traînée de poudre en 2010, et de manière encore moins organisée, si j'allais dire, que les faucheurs volontaires, même s'il y avait des gens à nouveau, José Bové, Michel Rivasi, un certain nombre d'autres gens, ou en Ardèche, des gens qui étaient impliqués dans Greenpeace et qui avaient des très bonnes connaissances d'action, de modes d'action collectifs et non violents. Mais grosso modo, il y a eu spontanément une organisation collective en Ardèche, dans la Drôme, en Aveyron, dans quelques départements, qui a fait que les politiques qui n'avaient pas compris quelle était la nature du système, du problème, se sont laissés dépasser et ont voté en 6 mois, en juin 2011, une loi interdisant la fracturation hydraulique, dont maintenant ils se mordent les doigts. Mais la bataille avec... Et ça, c'est un cas intéressant, parce que, c'était parti comme une traînée, et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient très peu militants, qui s'étaient réunis dans un certain nombre d'endroits pour faire des comités de vigilance pour si les camions arrivaient. Et se dire, on organise une chaîne téléphonique. Donc là, il y a quelque chose dont je n'épuise pas du tout la description, mais qui signifie aussi qu'il peut y avoir quasiment spontanément des réactions populaires, des réseaux citoyens qui retrouvent des modes d'action collectifs et qui trouvent des modes d'action non violents. Alors c'est vrai que là, il n'y avait pas eu de violence d'État du tout, l'appareil d'État était resté absent, en quelque sorte. Troisième cas auquel je pense, Notre-Dame-des-Landes que tu citais, qui est un cas que vous connaissez assez bien, où il y a eu une lutte très tenace et très longue depuis très longtemps. Alors je ne vais pas vous la détailler parce que là encore c'est comme sur les médias, je pourrais vous en parler longtemps, mais on va essayer de prendre 2-3 points saillants et qui là posent un problème de réflexion sur lequel je n'ai pas exactement la réponse. Le premier, c'est l'opération César. Donc vous vous rappelez qu'en octobre 2012, le gouvernement, alors moi on dit de gauche, mais de M. Ayrault, décide d'envoyer des forces de police et de gendarmes pour évacuer les quelques dizaines de squatteurs, selon leur langage, qui s'étaient installés sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Appareil de police extrêmement fort, à 5h du matin, etc., habillés comme des rodeaux de Pocop, et là ça nous est familier, des hélicoptères, des chiens, toutes sortes de choses, des grenades, et en face se passe l'inattendu, c'est que les zadistes, donc les squatteurs dans le langage policier, résistent, ils sont un peu préparés, et tout de suite il y a un mouvement de solidarité qui se fait, c'est-à-dire que la coupure, le clivage qu'espéraient créer les autorités entre les zadistes, méchants, jeunes, libertaires, anarchistes et parfois étrangers, et les bons opposants citoyennistes, âgés, faisant des recours juridiques et montant des dossiers experts, se diviseraient. Qu'est-ce qui se passe? Au contraire, grand mouvement d'unification, des gens viennent de tous les âges, face à la police, et là, en quelque sorte, il y a une violence défensive
qui est mêlé à la non-violence. Et pendant un mois, donc ça va durer quasiment un mois, l'assaut policier, avec des moments de violence d'État incroyablement fortes. Et il y a à la fois des actes de non-violence très forts, de personnes, à la limite, peu importe l'âge, mais de gens qui vont face à la police, d'autres, par exemple, quelques jeunes gens qui se mettent nus et vont voir des gendarmes et leur disent arrêtez. Alors, ces jeunes gens sont poursuivis pour outrage à l'autorité publique. J'y repense parce que le procès a eu lieu et il va y avoir appel. C'est-à-dire que le procureur fait appel de la relaxe de ces deux jeunes gens. Non, mais vous voyez où on en est. Et puis en même temps, il y a une violence défensive. C'est-à-dire qu'il y avait des barricades qui étaient montées, il y avait des jets il n'y avait pas beaucoup de pierres en fait, il n'y a pas de pavés, c'est de la zone humide, c'est la vraie zone humide, donc il n'y a pas grand-chose à balancer. Enfin, il y avait quelques... Et donc, c'est un cas compliqué parce que, et moi j'ai tendance à penser, quand j'en discute avec quelques-uns, que s'il n'y avait pas eu quand même cette réaction défensive, la seule non-violence n'aurait pas pu contrebattre la violence de l'État. Mais chantier de réflexion ouvert, sachant que l'essentiel qui a joué, c'est quand même la grande solidarité. Le fait que, après, alors je vous ai parlé, les citoyennistes, on va dire, les historiques, les paysans sont venus se joindre aux zadistes, donc on n'a plus distingué au bout d'un moment qui était qui, voilà, on était contre, et puis dans toute la France, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui ont été à un moment ou à un autre un collectif de soutien de Notre-Dame-des-Landes, à Nancy, ailleurs, voilà. Et donc ça a été fort, ça a joué. Mais voilà, non-violence, violence. En revanche, alors il y a eu une discussion pour la manif du 22 février qui a eu lieu cette année, dont je pense que vous avez entendu parler, donc manifestation, grande manifestation, on va dire violence dans la ville, bris de glace et confrontation avec des forces de police, et on se trouve dans une situation délicate. Alors, comment bien présenter les choses? À la fois, c'est un succès, au sens, il y avait encore 20 ou 30 000 personnes, alors que la pression politique était beaucoup descendue. On pouvait penser que la bataille était gagnée, donc il y a encore 30 000 personnes à ce moment-là, était important. Il y a 500 tracteurs, et des paysans qui viennent avec leurs tracteurs dans les manifestations, c'est quand même pas rien, c'est quelque chose. 500 tracteurs, ou 450 pour être précis, voilà. Il y a donc un succès de la manifestation. Une manifestation où il y a beaucoup d'enfants, de jeunes couples avec des poussettes, très festifs, avec des clowns, avec beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur à nouveau. Et puis, quand même, un petit nombre de gens qui viennent avec la volonté d'en découdre. Et par ailleurs, on s'en rend compte après, donc des heurts, gaz lacrymogène, jet de pierre, etc., pendant 3 ou 4 heures, et on se rend compte après que tout a été organisé par les autorités pour faire en sorte qu'il y ait la confrontation. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais par exemple, à un moment, il y a un grand boulevard qui est là, avec un grand débouché, le cours je ne sais plus quoi, donc un grand boulevard, et ils font la ligne de police là, alors qu'ils auraient pu la mettre là, donc avec un retrait, voilà. C'est presque des techniques policières. La manifestation est interdite, d'entrée de jeu, alors que d'habitude à Nantes, historiquement, elles ont toujours été autorisées. On les empêche de passer par un parcours traditionnel, donc ça les oblige à passer par une petite rue, etc. Plus des provocations policières qui adviennent après, il y a beaucoup de policiers civils qui sont armés, et à la fin, des tirs de flashball quasiment à bout portant. Il y a au moins 2, et je crois 3 personnes qui ont pris un flashball dans l'œil. Voilà. Et donc là, on a un cas compliqué qui, pendant un mois ou 2, a fait beaucoup gamberger et continue à faire gamberger sur le rapport de la violence. Bon, moi, à titre personnel, j'ai pris position dans un éditorial très rapidement, notamment en ayant discuté avec des amis basques de BC qui étaient aussi à cette manifestation et qui ont fait le choix, on en reparlera, de la non-violence de manière très réfléchie et politique. Et en gros, moi j'ai pris position contre la violence, dans la mesure où même je n'avais pas compris à ce moment-là, quelques jours après, à quel point la manipulation policière avait été faite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus, quelques-uns, d'ici ou d'ailleurs, avec la volonté de provoquer quelque chose.
un peu, pour certains d'entre eux, dans la logique de ce texte, de cette philosophie, de cette vision des choses inspirée par, ou illustrée par le texte Comité pour l'insurrection invisible, l'insurrection qui vient, qui est un livre important, je ne sais pas si c'est familier à certains d'entre vous, en gros qui disent il faut susciter des violences et une agitation dans la société qui sera en quelque sorte une étincelle qui entraînera l'insurrection générale. C'est un point de vue. Théorie libertaire. On va dire théorie libertaire. Moi, je ne partage pas. Ils étaient là au sein de cette manifestation. Donc, on était dans une situation difficile où, quand même, la manipulation policière et l'organisation policière s'étaient appuyées sur le désir presque incontestable de quelques-uns de déclencher des hostilités. Sauf que, d'une certaine manière, en fait, c'est une violence qui a été utilisée par la police, qui a servi de prétexte à la police. Et donc, autant j'hésite pour l'opération César, où là, je pense qu'une violence défensive peut se défendre en termes de position théorique. Et là, non-violence, violence défensive, je ne sais pas. En revanche, je pense que avoir la volonté de déclencher des violences et de susciter est totalement contre-productif et sert en fait le dessein policier. Donc voilà un peu par rapport à la question de la violence et de la non-violence, les questions qui, pour moi en tout cas, émergent du cas de Notre-Dame-des-Landes. Il y a le cas, encore deux mots, alors sur les Mille Vaches, donc la ferme-usine des Mille Vaches, vous avez entendu parler de ce projet, je pense, dans la ferme-usine, donc dans la Somme. Alors c'est un mouvement général qui se produit, et là, dans un très grand nombre de pays. Il y a un mouvement général d'industrialisation de l'agriculture, donc des fermes de milliers de vaches aux États-Unis, en Allemagne. Ils testent ça en France. Ils veulent faire une ferme-usine de 1000 vaches dans la Somme, pas très loin de la ville. Donc la Confédération paysanne a fait le choix politique, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, ça nous prendrait le temps de s'opposer à ça, et donc a engagé un certain nombre d'actions non violentes, mais dont la dernière, qui a eu lieu en juin, a consisté à aller démonter la salle de traite automatique, donc de prendre sans rien détruire, j'étais témoin, j'étais avec eux, sans rien détruire, mais de démonter avec des tournevis, des clés, la molette, des pièces, de prendre, et certaines pièces sont prises et rapidement enlevé pendant que les militants et la police commencent à discuter. Et Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne et quelques autres, partent rapidement en camionnette pour porter ces pièces et interpeller le ministre de l'Agriculture. Et le ministre de l'Agriculture refuse de le voir, et Pinatel est d'abord molesté, mis au sol, et puis il peut finalement parler au ministre qui lui dit écoutez, en gros, allez vous faire voir, poliment, mais ça revient à ça. Et puis Pinatel, dans la journée, revient avec 2-3 comparses, amis, camarades à Amiens, où il y a toujours des gens qui sont en garde à vue pour les soutenir, et se fait attraper très violemment par des gendarmes, se fait menotter. C'est le porte-parole du deuxième syndicat agricole français. Se fait menotter et part pour... ou alors c'était après 48 heures de garde à vue. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien comme... Mais pour alimenter aussi les discussions, là, un cas où une action non violente, mais qui est évidemment illégale, hein, on peut dire c'est du vol de propriété privée, de pièces, incontestablement, c'est un choix, mais se trouve tout de suite confronté à une réaction extrêmement forte et violente. Enfin, oui, violente, parce que ce qui était fait sur Laurent Pinatel était quand même violent, au sens propre du terme, et après passer 48 heures de garde à vue pour un porte-parole d'un grand syndicat, c'est quasiment du jamais vu. Je veux dire par là que dans l'ambiance de l'oligarchie autoritaire que je vous décris, on est dans une situation où eux n'ont pas peur de la violence. Ils vont y recourir de plus en plus, et y recourent de plus en plus. Bon. Alors, deux mots pour finir. L'un sur le climat. Et là, je me projette dans l'avenir, dans la perspective, puisque vous savez qu'il va y avoir une COP 21 à Paris, plus exactement. Je vais t'expliquer, bien sûr. À Paris, au Bourget, en décembre 2015. Alors, COP, c'est les grandes conférences sur le climat de l'ONU. Par exemple, Copenhague, vous avez entendu parler, c'était
de ces grandes conférences. Pourquoi COP? Parce que ça veut dire Conference of Parties, la conférence des parties à la Convention sur le changement climatique. Et c'est numéro 21 parce que c'est la 21e, la première a eu lieu en 1992 ou 13. C'est le traité sur le climat qui avait été décidé en 1992 au grand sommet sur la Terre de 1992, qui avait nourri, enfin, d'où est issu le protocole de Kyoto en 1997, et il y a une grande conférence sur le climat à Copenhague qui a échoué en 2009. Et donc depuis 2009, et cet échec de Copenhague, la diplomatie environnementale, tout ça patauge largement, mais il y a une dynamique qui est en train de se refaire. Pourquoi? Parce que la question climatique, même pour les plus aveugles, devient évidente. Donc, il y a un effort diplomatique et il se trouve qu'il y a de fortes chances que la conférence de Paris, qui sera en fait au Bourget, on dira un mot peut-être pour pourquoi c'est au Bourget et pas à Paris, soit importante l'année prochaine. Il va y en avoir une à Lima à l'automne 2014, mais le vrai rendez-vous, c'est 2015. À Paris, alors, il se trouve que c'est un moment important, c'est-à-dire que la diplomatie climatique qui va vraiment, ça va être un vrai rendez-vous, ils veulent arriver à un traité, et d'une certaine manière on peut espérer, et on doit espérer qu'ils y arrivent. Après, quel sera le contenu de ce traité, c'est une bagarre importante. Et là, dans cette perspective, il y a à peu près depuis 6 mois ou 1 an, des écologistes qui ont dit il faut se préparer à ça, plus ou moins discrètement. Donc il y a eu un travail lancé, notamment autour d'Alternativa, que vous connaissez, des gens de ici, puis maintenant ça s'élargit beaucoup, et puis il y a plus largement une coalition COP21, coalition Climat 21, qui réunit beaucoup plus d'ONG, le CCFD, les Amis de la Terre, des syndicats comme Sud, comme la CGT, Peuple Solidaire, etc. Et il va y avoir aussi... Le MAN en fait sans doute partie, j'espère. Et puis il va y avoir lors de l'Université européenne des mouvements sociaux organisée par ATTAC à Paris en août, une ou 2 journées de réflexion la plus internationale sur tous les activistes du climat. L'idée étant que ce ne soit pas seulement les États, les gouvernements qui fassent tout leur... mais qu'on dise non, la justice climatique c'est important, les peuples doivent s'y engager, la société civile doit être très présente, les citoyens doivent se saisir de la question climatique. Et non seulement pour manifester et pour faire pression pour que le traité sur le climat soit vraiment important, mais pour qu'on aille au-delà. On ne s'arrête pas à cette conférence, mais que le mouvement de la justice climatique, qui est finalement le vecteur par lequel s'illustre et se montre la nécessaire fusion entre la préoccupation écologique et la préoccupation de la justice sociale puisse vraiment continuer. Alors certains disent même, mais Paris pourrait être un Seattle, de la même manière que Seattle, en 1999, la révolte contre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avait suscité quand même le lancement du mouvement intermondialiste avec un impact extrêmement grand. Certains disent, ben voilà, maintenant, Paris pourrait être, la question climatique pourrait être le Seattle du climat, lancer un mouvement qui soit durable et qui ne soit pas seulement une ponctuation, un accompagnement du travail gouvernemental, mais qui soit vraiment une pression plus forte et un mouvement qui a une capacité d'entraîner les gens. Et là, la question de la non-violence est posée d'entrée de jeu. Et posée d'entrée de jeu, notamment par nos camarades de BC, qui en parlent très bien, John Palais, que vous discutiez avec lui et avec d'autres, parce que, voilà, ils disent qu'il faut absolument que la non-violence soit posé stratégiquement comme axe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que, d'abord, la préparation policière sera très forte. Pourquoi ils le mettent au Bourget? Pour ceux qui connaissent Paris, le Bourget, c'est il y a un aéroport d'avions d'affaires, c'est là qu'a lieu le Salon de l'air, et surtout, c'est relativement, pas très loin de Paris, c'est à 3 ou 5 km, mais il y a une seule voie d'accès, qui est une nationale toute droite, et puis il y a une station de métro ou je ne sais pas quoi, et donc vous mettez un barrage policier, vous empêchez toute présence populaire autour de cet endroit. Donc ils seront en vase clos, ils pourront en faire leurs affaires, vous mettez un cordon policier autour, et en gros, du point de vue sécuritaire, l'affaire est tenue. Alors que la logique, ça aurait été faire, par exemple, faites ça au Palais des Congrès, Porte de Maillot, qui est un très beau centre de congrès, vous pourriez très bien le faire, mais là, on serait dans Paris, on serait sujet aux émotions populaires. Donc voilà, et puis par ailleurs, de la même manière qu'à Copenhague, avant Copenhague, la police danoise, on n'imaginerait pas, le Danemark, pays scandinave, droits de l'homme, etc., ils avaient passé une loi spéciale en courant de l'année 2009 pour pouvoir interpeller
des gens dont ils suspecteraient qu'ils vont commettre des actes, puisqu'on est maintenant, c'est l'extension de la logique antiterroriste à tous les actes des mouvements sociaux, et particulièrement les écologistes. On n'a pas le temps, parce que là, leur tour... Bon. Donc voilà, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais dans ce qui se passe autour du climat, la question de la non-violence est posée d'entrée de jeu de manière très argumentée, et par rapport peut-être à d'autres qui, inspirés par la philosophie libertaire ou insurrectionniste, comme je disais, diraient bah non, on va aller à l'affrontement. Voilà. Donc là, il y a des débats, plus que des débats, des choix importants qui se font. Voilà. Juste un mot, je voulais dire, moi en tant qu'écologiste, pourquoi la non-violence me paraît s'imposer, tout simplement parce qu'il y a une relation entre le débat classique, entre la fin qu'on désire et les moyens qu'on emploie. L'écologiste, il veut qu'on arrête d'abîmer la nature, qu'on arrête d'abîmer les êtres, qu'on arrête d'abîmer les êtres vivants, qu'on arrête d'abîmer les humains entre eux. Et donc, si on veut la fin de la violence, il faut soi-même ne pas employer la violence. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, j'allais dire plus tactique, plus concret, plus actuel, c'est que face à ce développement de la mentalité autoritaire, face à cette poussée autoritaire dans les classes dominantes et le contrôle par ailleurs qu'ils exercent des médias, je pense que la violence est contre-productive parce qu'elle donne un alibi aux forces policières pour agir, et les médias étant ce qu'ils sont, ils mettent, j'ai pas le temps de détailler la manifestation du 22 février, la façon dont les médias ont embrayé sur le discours policier, mais évidemment, tant qu'on n'a pas le contrôle des médias, on ne peut pas avoir le contrôle de son image. Et donc de ce point de vue-là, la violence est tout à fait contre-productive en termes tactiques. En revanche, et l'intérêt des quelques luttes qu'on a citées, qu'on a balayées rapidement, leur force, c'est d'être non-violent, parce qu'en revanche, je pense qu'il y a une valeur communicative et de conviction de la non-violence, quand elle réussit son acte, mais une condition, vous le savez aussi bien que moi, c'est d'être dans un acte collectif, d'être dans un collectif très fort, et beaucoup plus convaincant par rapport à nos concitoyens qui n'ont pas toujours le niveau d'éclairage et d'information du nôtre. Merci.